Bonjour. En moins de 2 semaines du début de la campagne électorale en vue de l'élection du prochain président de la République, les forces du changement sur qui la majorité des Camerounais fondent leur espoir n'arrivent toujours pas à accorder leur violon pour la désignation du candidat de large consensus qui fera le poids face à la machine RDPC. Qu'est-ce qui coince? Lassé d'attendre que les candidats concernés prennent leurs responsabilités, l'Union pour le changement en 2025, initiée par Anissé Kané et d'autres acteurs politiques, a pris les autres candidats au dépourvu, en portant son choix sur Issa Tiroma Bakary. Dans ce jeu de positionnement, quelle sera la position du professeur Maurice Kamto, écarté de la compétition par l'organe en charge des élections? Le désormais ex-militant du Manidem, qui reçoit depuis la semaine dernière les candidats à son domicile, est considéré comme le joker, si on était dans un jeu de cartes qui pourrait tout faire basculer. Pour vous faciliter la compréhension de l'actualité sociopolitique au Cameroun liée à la présidentielle d'octobre 2025, nous avons invité une personnalité politique impactante, ancien coordonnateur du mouvement progressiste dont la candidature à l'élection présidentielle a été rejetée lors du contentieux préélectoral. Monsieur Hilaire Zipan nous fait l'honneur d'être notre invité pour cet échange exclusif en relation avec l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. On se retrouve dans quelques instants, juste après ce générique, pour la suite. Mesdames, Messieurs, je l'annonçais à l'entame de cette émission sur Echo 237. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le président Hilaire Zipan. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir justement de vous recevoir sur le plateau d'Echo 237. C'est la toute première fois. J'espère que vous allez bien. C'est exact, c'est exact. C'est la première fois. C'est vrai que vous m'avez relancé plusieurs fois, mais j'étais pris dans plein d'occupations professionnelles, politiques. Je m'excuse de n'avoir pas honoré un peu plus tôt. Mais sinon, enfin, je suis là. Oui, c'est vrai quand même que vous avez décidé de renouer avec les médias après pratiquement 1 mois et demi, depuis que le Conseil constitutionnel, à la suite justement du contentieux préélectoral, a décidé de rejeter votre candidature, pourtant validée par ELECAM. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que vous dites aujourd'hui que les raisons évoquées par le Conseil constitutionnel qui ont conduit justement au rejet de votre candidature sont-elles fondées véritablement? D'abord, la capacité d'un candidat à compétir à l'élection présidentielle se trouve dans le code électoral datant de 2012. La première condition, c'est d'être investi par un parti politique qui a au moins un élu. La deuxième condition, c'est que vous avez que payer les 30 millions et vous remplissez un certain nombre de paperasses administratives. Voilà à peu près pour faire le sommaire. Le Conseil constitutionnel juge de la régularité, de la conformité de ces dispositions-là antérieures. Est-ce que entre la démission de Jean-Jacques Ekindi qui date du 30 avril 2020, est-ce que j'ai posé les actes au nom du mouvement progressiste qui ont été notamment, qui n'ont jamais été contestés? Je réponds oui. Est-ce que le MINAD m'a invité en tant que président par intérim du mouvement progressiste? Je réponds oui. Est-ce que j'ai participé à différentes concertations, notamment organisées par ELECAM, les Nations Unies, et bien entendu d'autres organismes internationaux? Je réponds oui. C'est à ce titre donc de président par intérim, mandaté depuis le 6 janvier 2024 à Bomono, dont j'ai déposé toutes les conclusions au niveau du MINAD, que ma candidature a été validée. Tout à fait. Et donc, pour ELECAM, j'étais donc le candidat. Pour le MINAD, j'étais également le candidat. Et donc, au niveau du Conseil constitutionnel, une requête venant de nos camarades est venue dire que j'utilisais la fonction de coordonnateur général par intérim, par usurpation. Est-ce qu'elle avait raison? J'en sais pas. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'aller sur le site du MINAD pour savoir qui est le coordonnateur général du mouvement progressiste. À l'heure où je vous parle là... C'est de votre nom qui figure? Ah non, il y a le nom ni du président Ekindi, ni mon nom, ni le nom du président de Moulindé. Pourquoi? Parce que j'étais président par intérim.
Aussi simple que ça. Donc, elle ne peut pas se pouvoir, en disant donc qu'elle est la coordonnatrice, pour venir disqualifier une candidature, quand le MINAT lui-même dit que ce n'est pas elle la coordonnatrice. Donc, il y a un déni de droit qui s'est passé. La deuxième chose que je voulais dire dans ce dossier, c'est que tout le monde a vu le plaidoyer, la plaidoirie, comme elle s'est passée devant le Conseil constitutionnel. Et la question que M. Clément Tangana a posée à cette dame, c'est que, madame, est-ce que vous avez le document qui fonde votre requête? Elle n'en avait pas. Et le président de continuer de demander, comment avez-vous appris que M. Zipon est candidat? Il dit par voie de radio. Il dit, mais on ne saisit pas le Conseil constitutionnel par voie de radio. Tout à fait. On doit avoir un document. Et donc, on l'a donc mis en sursis d'aller chercher le document pour venir mettre à l'intérieur du dossier afin que l'on tranche. Donc, ce qui est une violation du fonctionnement des dispositions qui encadrent le règlement intérieur du moins, les compétences du Conseil constitutionnel. Parce que tous les documents doivent être versés avant la plaidoirie et non pendant la plaidoirie. Donc seulement à partir de cet élément-là, on aurait dû bien la débouter, mais on a continué. Et cela indique très clairement que la décision prise pour me débouter est une décision complètement politique. Deux raisons. La première, le conseiller rapporteur, qui est Émile Essombé, s'est levé et tout le monde l'a vu, et allé revoir les autres membres du conseil pour leur demander de rejeter ma candidature pour des raisons que lui seul connaissait. Et le président Clément Tangana, qui n'avait pas fermé son micro, a lui-même dit, mais je ne comprends pas pourquoi on doit rejeter la candidature. Elle n'a ni qualité, ni intérêt. Je ne comprends pas trop bien, mais on a mis en délibéré et une heure du temps après, quand on est revenu, on a dit que ma candidature n'était pas retenue. Cela crée une jurisprudence qui va être très difficile à trancher parce que dorénavant, les statuts des partis politiques peuvent être interprétés par le Conseil constitutionnel. Or, ce n'est pas son rôle. Et vous vous attendiez, est-ce que vous attendez à ce que le Conseil constitutionnel revienne peut-être sur sa décision? Parce que vous avez quand même laissé du temps et vous avez dit, peut-être, on peut revenir sur la décision en me réhabilitant. Non, moi, je n'avais aucun souci, je n'avais pas intérêt à ce qu'on me réhabilite parce que le débat que j'ai conduit depuis à peu près 3-4 ans, pour ceux qui me connaissent, avec pour objectif d'avoir un candidat consensuel de l'opposition. Je m'en félicite que ce débat raccourt aujourd'hui et que l'opinion revendique un candidat consensuel à l'opposition. Est-ce la raison pour laquelle on a rejeté votre candidature? Ah, ça, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Elle est une raison politique parce que je ne pourrais pas vous dire ici parce que la plupart des négociations politiques ne doivent être exprimées au grand public. Mais je peux déjà vous dire que il y a eu des pressions sur ma personne, il y a eu des négociations sur ma personne, il y a eu des pressions sur mon entourage pour que je puisse éliminer cette thèse de candidat consensuel. J'ai dit non, j'ai travaillé beaucoup pour ça et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'expliquer pourquoi. Il n'y a que cette formule-là qui permettra à l'opposition de gagner notamment ce système qui date de 43 ans. Voilà, on va directement embrayer sur cette question. Vous êtes justement l'homme qui a parlé pour la toute première fois de la nécessité pour les leaders de l'opposition de pouvoir fédérer leurs énergies autour d'un seul candidat. Vous avez appelé le candidat de large consensus. Ouais. Voilà, dites-nous, au regard justement de ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi l'opposition a du mal à véritablement désigner ce candidat, à trouver ce candidat consensuel? Non, elle n'a pas du mal, mais le problème c'est que c'est la démarche qui aujourd'hui est interférée par plusieurs personnes qui n'étaient pas au départ. Je rappelle que la loi qui aujourd'hui organise les élections présidentielles de 2025 date de 2012. Et cette même loi organisait les élections de 2018. Question. Pourquoi en 2018 on n'a pas parlé du candidat consensuel? Ça veut simplement dire qu'il y a quelqu'un qui a pris cette loi-là, qui l'a étudiée et qui a montré avec beaucoup d'intérêt au peuple de l'opposition qu'on a l'obligation d'avoir un candidat consensuel. Je dis bien l'obligation. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, le code électoral tel qu'il est à l'heure actuelle ne peut pas donner la possibilité à diverses forces de l'opposition d'affronter le candidat sortant. Je ne prends que la commission locale de vote. La commission locale de vote a un président, un représentant de l'administration nommé par le sous-préfet et les représentants des partis politiques. Nous savons bien que la disparité, les forces en présence, les moyens, ne permet à aucun candidat de couvrir les 30 000 bureaux de vote. Or, le SGF l'a dit le SGF l'a dit cette année qu'elle en a les moyens, ce parti. Même quand le RDF a été au plus fort de sa gloire en 1992, il n'avait pas eu le 30, il n'a pas couvert tous les bureaux de vote. Vous savez, les déclarations des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Qui y croient, justement. Voilà. Donc, je peux vous rassurer que je connais dans quel état se trouve le SDF. C'est pas très requinquant, hein, pour que je puisse. Mais bon,
je suppose qu'ils sont suffisamment intelligents et bien organisés pour pouvoir le faire. Oui. Et je ne prends qu'un cas très simple. Si nous supposons qu'il faut avoir 30 000 PV, même le RDPC lui-même n'aura pas les 30 000 PV. C'est l'administration qui permet au RDPC d'avoir les 30 000 PV. Parce que c'est le représentant du sous-préfet qui, de par son PV, peut lui permettre. Et si on voit l'état, je trouve, pour la plupart des partis politiques, en 2018, on peut faire l'évaluation. Très peu de partis politiques avec 7 à 8 000 PV. On était à 21 000 bureaux de vote. Maintenant, nous sommes à 30 000 bureaux de vote. Et je peux vous rappeler que pour ceux qui n'ont pas l'expérience des élections, ils pensent que c'est très facile d'avoir les 30 000 bureaux de vote. Ils se trompent et c'est un leurre. J'y crois pas dans tous les cas. Donc, je rentre sur la mutualisation en supposant que si nous mutualisons, ce serait une déferlante populaire qui va permettre en ce qu'on va avoir beaucoup de scrutateurs, beaucoup de représentants des candidats dans les bureaux de vote ou du candidat consensuel dans les bureaux de vote et qui devra donc permettre en ce qu'on puisse avoir les PV là. Et ces PV vont permettre en ce qu'on va alimenter le portail web sur lequel nous avons travaillé pendant très longtemps sous l'auspice de Hermine Tomaino Ndamjoya, avec notamment le MRC, avec notamment le PCRN, avec notamment le SIF, avec notamment l'UMS. Nous avons construit ce site-là et qui a été validé. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons renseigner suffisamment ce site et être en capacité d'avoir ne serait-ce que les projections sorties des urnes aussi rapidement soit-il, mais suffisamment renseignées à partir des représentants du candidat dans les bureaux de vote. Ça suffit que le même jour, on pourrait avoir déjà les tendances à partir de vous. Oui. Si, nous avons pris toutes les dispositions pour y arriver. Et donc, nous pensons que la mutualisation va permettre en ce que nous puissions avoir rapidement d'abord les représentants de ce candidat consensuel et bien entendu une dynamique de reporting des élections, des informations sorties des urnes qui nous permettront à juste titre d'avoir les éléments de contestation. Quand vous voyez le rendu du Conseil constitutionnel par rapport à mon dossier précédent à ma validation de candidature et à la jurisprudence que l'a créée, la jurisprudence Zipan Ilamaker, nous ne pouvons pas aller à ce conseil en supposant que c'est ce conseil-là qui va donner les résultats à notre faveur si tant est que nous n'avons pas suffisamment de preuves. Et si nous avons suffisamment de preuves, nous pouvons donc alerter le peuple camerounais, la communauté internationale, à ce que la défense de ce résultat-là puisse être actée et bien entendu défendue devant toutes les juridictions, que ce soit national, que ce soit international. Mais au regard justement du comportement des acteurs politiques qui sont concernés par cette coalition-là, en vue de la désignation du candidat consensuel, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suffisamment suivi? Vous qui êtes l'initiateur justement de ce consensus, en fait, vous êtes le premier acteur politique à vouloir fédérer, je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs autour de cette initiative-là. On a eu la semaine dernière l'un des leaders de cette opposition qui s'est fait investir par l'Union pour le changement menée par Anissé Kane et d'autres hommes politiques. Un choix contesté par plusieurs autres hommes politiques qui ne se reconnaissent pas en cette initiative. Peut-on accorder une certaine légitimité à ce qui s'est fait à Yaoundé samedi dernier? D'abord, la première des choses qu'il faut dire, qu'il faut tracer le cadre juridique et le cadre de compétition pour pouvoir bien analyser. Quels sont les partis politiques en capacité d'investir un candidat au Cameroun? Il y en a 19, de par le code électoral. Je me félicite que le professeur Maurice Kamto ait choisi un parti politique qui avait un élu pour participer à cette élection. Ça veut dire que le Manidem a manifestement raison de pouvoir désigner un candidat. Il a désigné par le biais du professeur Maurice Kamto. La compétition n'a pas progressé. Maintenant, le Manidem investit donc naturellement bien entendu Issa Chiroma Bakari. Oui. C'est son droit le plus absolu. Il faut respecter le choix de l'Union pour le changement. Opération 2025. C'est vraiment son choix le plus absolu. Mais pour autant, le consensus ne se fait pas à l'appui d'un candidat. Il se fait au désistement des autres candidats. Autrement dit, les candidats s'asseyent et moi, je me désiste. Et je voudrais que les gens comprennent très bien la démarche qui a été la mienne. Le candidat consensuel, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que, voyez-vous, pour faire une imagerie populaire, 10 à 15 personnes décident de constituer un capital. J'amène mon pourcentage, tu amènes le tien, l'autre amène. On appelle le capital social. Et ce capital social, c'est en fait le consensus. Et nous désignons donc un président de conseil d'administration pour ce qui est de l'entreprise. Et dans le cas d'espèce, le président de conseil d'administration, c'est le candidat à l'élection présidentielle. Mais une fois que le capital est constitué, il faut répartir les dividendes. Où il faut faire des projections de répartition des dividendes. Et ces projections de répartition des dividendes se font en deux ordres. D'abord, la première, c'est ceux qui sont associés. Ceux-là. Et les associés, c'est les partis politiques. Donc, on va repartir les municipales en fonction des partis politiques, parties prenantes de ce candidat consensuel. Premier élément.
Deuxième élément, c'est les administrateurs, c'est les législatifs. On va les repartir en tenant compte de tous ceux qui se sont ajoutés parce qu'on peut être administrateur et ne pas être actionnaire, pour ceux qui comprennent très bien. Donc l'imaginaire populaire, c'est que c'est un capital dont tout le monde mise, qu'on appelle donc le consensus, et les dividendes se font à partir des répartitions des élections municipales et des élections législatives. Vous voyez que la compréhension, elle est très claire. Dans le cas d'espèce, l'Union pour le changement ne nous dit pas comment elle repartit d'une part. D'abord, elle a constitué le capital. Il faut qu'ils nous disent comment, de quelle personnalité est constitué ce capital-là. Ensuite, comment elle va repartir les dividendes pour ce qui est des municipales et ce qui est des élections législatives. Vous voyez que toute l'incodification reste. Et donc, la démarche qui est la mienne et qui est la nôtre et qui reste sur la table oblige les candidats à l'élection présidentielle à trouver un candidat consensuel pour maximiser. J'ai espoir que cette décision-là, cette solution va être trouvée. Pas pour la plus simple raison que les candidats continuent à se parler et on a vu plusieurs candidats passer dans les médias internationaux, que ce soit, pour ne pas les citer, que ce soit RFI, que ce soit France 24, indiquer à suffisance qu'ils sont très ouverts à la candidature consensuelle. Il s'agit de Thomas Ndamjoya, il s'agit de Meka Keremouna, il s'agit de bien d'autres candidats. Avec le groupe de Fouman, oui, qui a initié quand même un début de concertation. Ah non, le problème c'est que vous prenez le problème mal, parce que c'est à partir de l'initiative du candidat consensuel qu'on a signé d'abord un document ou dans lequel un certain nombre de partis se sont ajoutés, notamment le PAL de Célestin, donc le président LR. Puis à Fouman s'est ajouté, et bien entendu, Serge Matomba, Bouga et d'autres tels que Maître Keremouna. Puis par la suite, on se retrouvait à la Fondation Mouna et le débat a été suffisamment coincé là-bas. Pourquoi? Parce que le débat était le suivant. Est-ce que ceux qui vont faire le consensus sont seulement ceux que le candidat, que le Conseil constitutionnel a retenu? Ça, c'était la question. Ou est-ce qu'on ajoute à cela ce que nous estimons que le Conseil constitutionnel a rejeté abusivement? Et ceux qui ont rejeté de vous-même. Moi-même, Maurice Kamto, bien entendu, Abdourahmane et puis Jean Gouet. Qui pour ne pas dire Chewa, parce que c'est un doublé Chewa. Donc nous sommes à peu près 4-5 qui sont restés complètement sur le carreau. Donc l'obligation a été faite. Et c'est pour ça que je dis donc que des 19 partis politiques qui avec la capacité d'investir, c'est eux qui doivent s'asseoir, si tant est qu'ils pensent à l'intérêt du Cameroun pour désigner un candidat consensuel. Voilà, c'est les 19 partis politiques. Tous ceux qui s'ajoutent un peu sont des administrateurs. On peut les tolérer à s'ajouter, mais ils ne sont pas décideurs pour pouvoir choisir le candidat consensuel. Donc dans la démarche de l'Union pour le changement, incarné par Ekana Ntsatsep, c'est son droit le plus absolu, il peut désigner Issa Tiroma. Mais de là à ce qu'on appelle le candidat consensuel de l'opposition, non. Parce que le candidat consensuel de l'opposition sera issu des candidats qui sont en liste pour l'élection présidentielle. Pour le cas justement de l'Union pour le changement, il y a un peu abus de la grâce, on va le dire. Maintenant, au regard justement de la démarche que vous avez expliqué concernant la désignation de ce candidat consensuel de l'opposition, est-ce que c'est pas ça qui coince? Est-ce que c'est pas à ce niveau-là qui a une certaine entorse? Non, ça n'en coince pas. Le problème, c'est que qui on met à la tête comme président de conseil d'administration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est ça le comment problème. on repartit? Non, elle ne coince pas. C'est que tout le monde a mise et chacun demande un peu plus gros qu'on en va. C'est-à-dire que dit, bon, moi je retire, mais je veux telle circonscription. Et on dit, mais si on te donne telle circonscription, l'autre qu'on va prendre va avoir la même circonscription. Donc, c'est des arbitrages et des circonscriptions en ce qui concerne les législatives et les municipales à l'heure actuelle que coince. Une fois qu'on va régler ce petit détail-là, il y aura donc ce candidat consensuel. Tout le monde sait que il y a des écuries qui sont en capacité de porter un bon candidat et il y a des écuries qui n'en peuvent pas. Je voudrais que vos téléspectateurs comprennent une chose. L'actionnaire majoritaire n'est pas toujours celui qui est le président du conseil d'administration. Je pense que pour ceux qui connaissent, Mark Zuckerberg n'est pas le patron, je sais pas moi, de Facebook. Et c'est pas l'actionnaire majoritaire, mais c'est la figure la plus emblématique de cet organisme-là. Donc, par conséquent, ce que je voudrais dire, c'est que il faut que les gens retiennent objectivement que le candidat consensuel de position sera issu des négociations internes qui a cours. Je dis bien, elles ont lieu. Et je pense que avant le début de la semaine du 27, il y aura certainement une première approche qui va commencer à naître. Et vous verrez que les premiers meetings vont avoir déjà un petit groupe de noyautage qui vont commencer. Et avant les 2 semaines, avant la fin de la campagne, ça va se grossir et on aura en fait un candidat que j'appelais le candidat consensuel de l'opposition, issu des candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, élargi à ce qu'on a
rejeté abusivement. C'est vrai que vous avez précisé qu'il s'agit justement d'une responsabilité qui incombe beaucoup plus aux acteurs d'opposition qui sont candidats à cette élection, mais vous êtes quand même à la base de cette initiative. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que votre candidature soit recalée, ou alors que on a rejeté votre candidature, annule un peu votre déploiement, c'est-à-dire votre engagement en tant que médiateur? Non, moi, quand je suis sorti du Conseil constitutionnel, ça me gênait pas, que ça ne gênait guère, hein, qu'on ait retenu aux candidatures ou pas. Je voulais rappeler aux uns aux autres que même si on avait retenu ma candidature, je ne serais pas allé au bout. Vous l'aviez dit au départ, oui. Je l'avais dit, je n'irais pas au bout. Parce que je n'étais pas encore préparé à cette élection-ci pour être un candidat, vraiment, véritablement, pour l'élection présidentielle. Mais il fallait donc poser l'acte, permettre en ce que un certain nombre de pairs candidats puissent quand même suivre la démarche qui était avec. Je rappelle aussi, pour le dire, que je reste dans le processus et nous continuons à négocier. Je continue à téléphoner à plein de candidats qui se sont inscrits dans cette lignée-là. Et je pense dans les prochains jours, je peux vous rassurer, vous aurez déjà une première approche parce qu'à l'heure où je vous parle là, il y a déjà au moins 2-3 candidats qui sont pratiquement d'accord, même pour la personne pour qui ils vont désister. Donc il y a déjà à peu près 2-3. Mais la réflexion, elle est privée, la déclaration, elle est publique. Je ne serai allé vite un peu en besogne. Mais je peux déjà vous rassurer qu'il y aura déjà à peu près 2 à 3 formations politiques qui vont être d'accord, qui ont des candidats en liste, qui sont déjà prêts à se retirer pour se mettre ensemble. Mais il y a une certaine opinion qui pense qu'il y a un problème de timing maintenant, puisque nous sommes à moins de 2 semaines, à 2 semaines pratiquement du début de la campagne. On se demande finalement, est-ce que les candidats iront en campagne, vont entamer la campagne en rang dispersé, et c'est au fur et à mesure qu'on va peut-être désigner ce candidat consensuel, ou alors, avant la campagne, le candidat consensuel sera à vous écouter. On a comme impression que vous donnez l'information de ce que, avant le début de la campagne, le candidat consensuel sera retrouvé. Il y a un début d'amorce qui va être fait, parce que le processus de code électoral est tout à fait encadré tous les deux. Au moment où j'amorçais ma candidature, j'aurais pu utiliser l'article 147 du code électoral qui fait en sorte que j'aurais désisté un peu plus tôt pour que mon bulletin de vote ne figure pas dans les différents bureaux de vote. Tout à fait. Bien, ça c'était la première formule. Mais nous sommes maintenant dans le deuxième versant, c'est-à-dire que les gens m'ont dit ne votez pas pour moi, je fais campagne par exemple pour tierce personne. J'appelle à voter et donc les meetings communs vont montrer à l'électeur que c'est telle personne qu'on va plébisciter. Mais le code électoral ne permet pas, je dis bien ce code qui est unique, ne permet pas à l'ECAM de retirer les bulletins. C'est pas possible. Vous aurez tous les bulletins des 12. Oui. Automatiquement, il y aura plus possibilité de retirer, oui. Il n'y a plus possibilité. Il n'y a aucune disposition qui oblige l'ECAM à retirer. Pour autant, on va indiquer à l'électeur que les autres bulletins ne comptent pas. Seul celui-ci compte. Est-ce que ça va pas embrouiller un tout petit peu l'électeur? Prenons les cas des électeurs qui viennent dans les zones retirées. Ah non, vous pensez que le Camerounais est très intelligent. Il suffit seulement de lui dire exactement. Je peux vous dire que dans le septentrion, et l'expérience politique que j'ai, c'est que c'est les 3 derniers jours que l'on décide effectivement pour qui on vote. On suit la campagne, mais les 3 derniers jours, on décide. Donc, il serait bon et de bonne stratégie que nous commençons plutôt à mutualiser pour que l'électeur comprenne que il y aura c'était le téléphone, le bulletin de tel ou le bulletin de tel, mais ils ne font pas campagne pour ce bulletin-là. Ils font campagne pour un bulletin de candidat consensuel. C'est cette loi-là qui est unique, qui nous oblige à avoir ces instances-là. Et ce n'est pas le même cas comme en 1992. Pour ceux qui ont la mémoire, ou je vais rafraîchir la mémoire, en 1992, Antaga Sagaï avait décidé de rejoindre le candidat Paul Biya et ces bulletins ont été retirés. C'était ce qu'avait dit la loi. À l'époque, Samuel Lebois avait décidé de faire campagne pour Ni John Fundi. Ces bulletins ont été retirés une fois qu'il a désisté. Même si c'était la dernière minute, on retirait complètement ces bulletins, ce qui n'était pas le cas. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, on va améliorer la stratégie. On va se concentrer sur la constitution de ces candidatures consensuelles. Et je peux vous rassurer, chers téléspectateurs, que nous aurons ce candidat-là. Prenez un peu votre mal en patience. Laissez-nous travailler hors caméra. Et on arrivera avec beaucoup plus d'efficacité. C'est vrai que du point de vue de l'opinion, le choix d'une bonne partie justement de cette opinion est porté vers 2 candidats du Nord. Les 2 qui étaient anciens ministres du régime au pouvoir, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Magari, ce sont les 2 qui reviennent de plus en plus comme étant les leaders qui peuvent véritablement porter ce consensus-là. Vous, à votre niveau, quelle analyse que vous faites de cette observation? Ça, c'est trop tôt. D'abord, la première, ça, c'est trop tôt. Oui. Il faut éviter de faire de la précipitation et de faire de l'amalgame. La première, c'est que ces 2 ministres sont du septentrion. Le septentrion, c'est à peu près 30% du vivier électoral, c'est important. Ça, tout le monde en demeure, il en demeure pas moins que tout le monde en a. Mais la deuxième chose, c'est que si nous pensons que il faut être un ancien ministre pour être le bon candidat,
attention, il faut faire attention. Si l'opinion accède à la thèse selon laquelle ils ont de l'expérience et dont on en a besoin, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent négocier. Et c'est ce que je vous disais tantôt, qu'il faut qu'ils négocient. C'est pas parce que ils ont eu le parchemin d'avoir été ministre de Paul Biya et d'avoir démissionné que subitement ils retrouvent leur virginité politique. Non, il faudra bien qu'ils viennent trouver que au jour d'aujourd'hui, nous sommes complètement préparés à avoir ce candidat consensuel. Maintenant, dans le consensus, ça peut être l'un des deux. Ça, c'est possible. On ne ferme pas la porte. Mais pour autant, ça doit se faire dans le cadre d'une négociation bien affirmée dans laquelle on ne demande pas aux gens de se rallier. Et je vous ai dit tantôt dans une imagerie que c'est un capital dont tout le monde met l'argent et par la suite, chacun attend les dividendes. Les dividendes en tant qu'actionnaire, les dividendes en tant qu'administrateur. Si on conçoit le processus tel que je l'ai imaginé comme ça, on devra trouver un terrain d'entente. C'est vrai que pour l'instant, il y a quelques candidats qui se montrent carrément désintéressés par cette voie du consensus. On a Cabral Libye avec le PCN et puis Joshua aussi du SIF qui se sont engagés individuellement sur ce chemin-là. Est-ce qu'à la fin, finalement, on peut avoir une chance peut-être qu'ils rallient la cause commune, si jamais? Parce que Cabral a laissé entendre, par exemple, qu'il fallait que les aînés puissent déjà se concerter, trouver ce candidat entre eux. Et il verra par la suite si ils verront par la suite si les cadets je me félicite qu'il a une démarche, mais en même temps il met du bémol dedans. C'est ça quand même dont je me félicite. C'est le bémol qui me semble très intéressant. Et je pense qu'il est tout à fait le droit de Cabral de pouvoir défendre sa candidature parce qu'il a certainement bien réfléchi là-dessus. Il a un projet, il a des propositions, mais on peut couper la poire en deux. La question est la suivante. Est-ce que ce candidat, il fera-t-il les 7 ans ou fera-t-il pratiquement 5 ans? Où il ne pourra pas être candidat, ça peut être l'une des solutions dans lesquelles l'obligation de la démarche de Cabral peut être étudiée assez profondément. Mais il faut que les gens intègrent que s'ils ont été au pouvoir et qu'ils sont venus trouver des gens à l'opposition, pour autant à l'opposition, les gens ont continué à réfléchir. Et j'ai toujours l'habitude de dire que les gens m'ont suivi dans les médias à cette élection-ci, excepté la décision du Conseil unique du Conseil constitutionnel, le meilleur candidat, ce n'était complètement laissé sur le carreau. Et si ce meilleur candidat est resté sur le carreau, il faudrait bien qu'il joue le rôle qui est le sien. Au professeur Maurice Kamto, c'était le meilleur candidat de l'opposition qui a été préparé le mieux pour être ce candidat-là. Et je le disais, je l'affirmais à qui veut l'entendre que il aurait été bon que le président Maurice Kamto choisisse la meilleure stratégie pour pouvoir aller un peu au bout. Mais le Conseil constitutionnel a décidé autrement. Pour autant, le besoin du changement est tellement fort. Il reviendra donc à ceux qui sont restés en liste d'avoir la responsabilité de pouvoir assumer cela très objectivement et que le peuple les regarde et si tant est que l'ego de chacun est au-dessus de l'intérêt du peuple, la sanction va être immédiate et nous aurons donc complètement les leçons à tirer. C'est vrai que tous ces candidats sont convaincus qu'ils peuvent remporter l'élection, que ce soit Cabral ou alors Joshua. J'ai eu à participer à la conférence de presse qu'ils ont tenue récemment. Ils sont convaincus que véritablement on n'a pas forcément besoin d'un candidat consensuel, qu'ils peuvent, une personne bien organisée, un candidat bien organisé, peut remporter l'élection dans ces conditions. Ça, c'est la déclaration d'un journaliste. Vous avez vu les équipes tout autour de lui en capacité de gouverner. Il y a quand même que le président de la République remplit la fonction suprême, mais il y a pas mal, que ce soit la Cour suprême, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, le ministre de la Défense, le ministre de la Santé, le ministre de la Justice. J'espère qu'il n'y a pas tout ça au PCRN, ou encore moins au SIF. Mais s'il faudra qu'il gagne pour pouvoir tendre la main, non. Ça, c'est des cooptations dans lesquelles on n'a pas besoin. Il faut être, toute proportion gardée, être suffisamment humble. La démocratie n'est pas née au Cameroun, elle est née ailleurs et elle a des règles. Quand vous allez à un pays comme la France, pour ceux qui la connaissent bien, immédiatement, lorsque Macron a voulu être candidat, il a eu l'idée, mais pour autant, il s'est associé avec les autres, notamment les gens comme de Bayrou. Alors, je comprends pas très bien comment on a l'idée, mais on dit que non, tout seul, on peut gagner. Je ne comprends pas. À moins qu'on ait la science infuse. Et puis, parallèlement, la question c'est que, est-ce que ces deux candidats dont vous avez cité précédemment, le SDF, que ce soit le PCRN, ont été aux élections de 2018? Oui. Est-ce que le résultat a été tout à fait à la dimension des attentes des Camerounais? Non. Alors, donc, à partir de ce moment-là, je comprends pas trop bien la démarche. Mais la campagne viendra et je pense que nous aurons, à l'intérieur de la campagne, personnellement, je vais m'impliquer à la campagne et il viendra m'expliquer donc comment il va être suffisamment fort pour gagner à Yokadouma, gagner à Kousséré, gagner bien entendu, dans le Konkim, gagner complètement à l'Est. Il me dira très bien comment il va faire et comment il va contrôler ces zones-là. Il ne suffit pas de dire aux Camerounais, votez et vous défendez vos votes.
On ne peut pas voter et défendre le vote pour que quelqu'un d'autre soit président. Ça n'a aucun sens. On regarde la dernière actualité au sein de l'UNDP de Bello Boba. Certains redoutent que ce candidat soit véritablement aux côtés du peuple, puisqu'il y a certains leaders, certains cadres de ce parti qui sont encore dans le gouvernement, alors que lui-même, le ministre Bello Boba, a démissionné avant de déclarer sa candidature. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que certains de ses proches collaborateurs soient encore dans ce gouvernement? On a vu récemment, cette semaine, toujours, des populations, certains militants de son parti, justement, s'offusquer et demander la démission pure et simple de ces cadres-là. Mais d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que l'alliance qui a permis à l'UNDP d'entrer au gouvernement, c'est l'alliance du 7 décembre 1999, si j'ai bonne mémoire. 1999. C'est cette alliance-là qui a permis à l'UNDP d'entrer au gouvernement. Bon, cette alliance, elle a vécu autant que faire se peut. Est-ce que la sortie du président Bello du gouvernement veut dire que c'est la rupture de cette alliance? Ça, je n'ai pas suivi dans les propos du président Bello, il dit qu'il y a une rupture de cette alliance. Pour autant, ça n'empêche pas l'UNDP d'avoir un candidat. Parce que quoi? Parce qu'il y a un paradigme de fonctionnement à l'opposition qu'il faut régler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être d'accord pour les élections présidentielles et ne pas être d'accord pour les élections législatives et municipales. Et au ressorti des élections législatives et municipales, vous concevez la même responsabilité. Et je fais simple pour que les téléspectateurs comprennent. Autrement dit, le président Bello appuie le président Paul Biya à l'élection présidentielle. Tout va bien. Lors des élections législatives, le RDPC est opposé à l'UNDP. Lors des élections municipales, le RDPC est opposé à l'UNDP. L'UNDP ou le RDPC emporte sur l'UNDP, mais continue à conserver l'UNDP au gouvernement. Il y a là une façon de faire la politique dont il faut qu'on arrête. Et c'est cette manière de faire la politique antécédemment qu'il faut mettre fin. C'est-à-dire que le SDF a eu pratiquement le même phénomène, le même comportement. Frondi était appuyé par le président Samuel Eboa pour les élections présidentielles, mais lorsqu'il s'agit des élections législatives et municipales, le SDF ne s'est pas embarrassé à mettre une liste contre le président Samuel Eboa pour le battre dans le Mungo. Il faut qu'on arrête cette manière politique. Dorénavant, lorsque je te soutiens à l'élection présidentielle, c'est compte tenu des dividendes des élections législatives et municipales. C'est l'idée de mon idée de la candidature consensuelle. Donc, si je vous appuie à l'élection présidentielle, il faut bien me garantir l'espace politique en ce qui concerne les élections législatives et les élections municipales. Voilà la manière de faire la politique. Alors maintenant, si l'UNDP n'a pas rompu, c'est son droit le plus absolu de pouvoir garder. Mais ça va créer un flou dans la tête des électeurs qui montre en ce que la rupture dont l'UNDP veut incarner n'est pas totale. Peut-être aussi dans la tête des autres candidats qui souhaitent le consensus. Bien entendu, à partir du moment où s'ils viennent dans une table de consensus et qu'on dit que vous n'avez pas clarifié cette alliance-là avec le RDPC dans une rupture, ça peut être à sa défaveur. Il reviendra donc naturellement de savoir très bien comment l'UNDP va définir la stratégie pour rassurer l'électeur. Parce que l'électeur qui a besoin lors le 12 octobre, ce serait le référendum. Voulez-vous voter pour le président Paul Biya? Vous votez oui. Voulez-vous voter pour un candidat consensuel? Vous votez non. On ne peut pas avoir un référendum qui a 3 questions. Le référendum a 2 questions. C'est oui ou non. Donc, à ce moment-là, donc, il reviendra à l'opposition de pouvoir avoir. Tous ceux qui seront contre ce référendum ne seront que satellites, soit du parti au pouvoir, soit du satellite de l'opposition. Ce n'est que comme ça qu'on peut interpréter l'analyse. Dans tous les cas, le temps d'élection nous permettra de pouvoir expliquer cela, et ce n'est pas encore pour le moment. J'ose croire que chacun va avoir, toute proportion gardée, la tête sur les épaules, la responsabilité qui est la mienne, et revenir au sentiment de pouvoir désigner ce candidat, parce que les Camerounais ont besoin de ce changement en 2025. Certains s'interrogent sur le programme qui est débattu pendant ces concertations avec les candidats pour visant justement à désigner un candidat consensuel. Est-ce le programme d'un candidat parmi les 11 ou alors c'est un programme commun qui a été décidé ou alors pensé avec l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de ce consensus? Si oui, doit-on passer à une transition comme ça a été le cas avec le candidat Issa Chiroma Bakari désigné par l'Union pour le changement qui a parlé d'une transition de 3 à 5 ans? D'abord, 2 concepts. Le premier, c'est que c'est les candidats qui se mettent ensemble pour avoir un candidat, pour avoir un programme commun. Mais tout le monde est déjà d'accord aujourd'hui, je peux vous rassurer, je suis au secrétariat technique là, tout le monde est d'accord sur la priorité. La priorité des priorités de tous les candidats, c'est le Nozo. Il faut régler le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sur ce point-là, tout le monde est d'accord. La deuxième priorité dont tout le monde est tout à fait d'accord, c'est qu'il y a une malgouvernance. Et là, donc, il y a sa diverge. Est-ce qu'on fait la refonte des institutions pour avoir une bonne gouvernance
ou est-ce qu'on fait la refonte et est-ce qu'on modifie les textes pour avoir la... Là, c'est là d'où ça coince. Mais la cellule économique qu'on a mis en place, composée des économistes chevronnés, pour certains ont travaillé au FMI, pour certains sont complètement sur le local, cette cellule-là est en train de travailler pour nous donner la bonne proposition. Parce que vous savez que notre économie a une chape de plomb qui est pratiquement la présence du FMI. Et le FMI fait en ce que ça plombe complètement tous les investissements que nous avons à l'heure actuelle. Et puis donc, naturellement, la troisième, c'est bien entendu le pouvoir d'achat et le bien-être des Camerounais. Voilà à peu près les trois grands sujets qui préoccupent l'ensemble de tous les candidats. Alors, donc, si l'on suppose que le premier sujet, le NOZO, est retenu, le deuxième peut être la gouvernance, le troisième peut être le pouvoir d'achat. À partir de ce moment-là, donc, je pense qu'on peut mettre les éléments qui permettra d'avoir un power sharing. Un power sharing, c'est quoi? C'est en fait les gens susceptibles d'être pressentis, occuper certains postes, d'un poste ou tel poste. Voilà donc le premier jet qui me semble tout à fait très intéressant par rapport à cette question. La deuxième phase de votre question qui me semble tout à fait très embêtante, c'est la transition. Non, on ne peut pas faire la transition lorsque vous avez été élu. Ça n'a pas de sens. On fait la normalisation. Et dans la normalisation, aucun candidat n'ira jusqu'au bout pour les 7 ans. Pourquoi? Parce qu'aucun candidat ne propose à l'heure actuelle un mandat supérieur à 5 ans. Vous ne pouvez pas donc vous proposer un mandat qui dit je veux que ça soit 5 ans fois 2 et vous me faites 7 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est comme nous disons que le président Biya dit je veux qu'on retienne de moi comme quelqu'un qui a apporté la démocratie et en même temps empêcher que la démocratie fonctionne. Donc, il y a là une contradiction de réflexion qui fera en sorte que tout homme logique, cohérent, politiquement, ne peut pas accéder. Donc, pour ceux qui pensent de la transition, non, on passe de la normalisation. Et la normalisation passe par un processus qui permet à chaque candidat d'écouter, à ce candidat consensuel, d'écouter son mandat au bout de 5 ans pour pouvoir permettre en ce que l'application de la respectabilité de ces engagements puisse être appliquée. Transition, c'est un peu l'ordre d'être comme c'était des petits puntistes qui sont arrivés à la tête de l'État. Je n'aime pas trop ce mot, mais on peut me convaincre que ça peut être réforme, ça peut être à normalisation. J'ai choisi normalisation. Mais pour autant, on va trouver le mot qui convienne, mais transition ne nous semble pas tout à fait adapté. Vous avez cité le professeur Maurice Kamto comme étant l'homme qui jouera un rôle certainement déterminant pour qui est ce candidat consensuel. C'est vrai que plusieurs acteurs politiques l'ont rencontré. Il a reçu plusieurs, notamment Bello Bouba, Issa Chiroma Bakari, et puis Akerebuna à son domicile. Peut-être les autres iront également. Mais il y a une actualité également brûlante qui suscite également beaucoup de polémiques. La démission du professeur Maurice Kamto du Manidem et qui probablement va rallier le MRC. C'est vrai que on annonçait hier justement une réunion qui devait se tenir pour qu'il regagne son parti, le MRC, mais la réunion a été reportée. Vous, comment vous percevez justement cette autre actualité que vous suscite comme commentaire cette actualité? Parce que d'aucuns parlent d'incohérence politique pour ce professeur. Ah, mais moi je comprends pas trop bien, peut-être ne suis pas très bien. Il y a eu un conseil national au MRC qui a donné pouvoir au président Maurice Kamto de choisir la forme qui lui semble meilleure pour être candidat à l'élection. C'est un conseil. Alors donc, il a choisi d'aller au Manidem, donc c'est un choix stratégique qu'il a utilisé pour pouvoir le faire. Ça n'a pas marché, mais pourtant l'ADN de sa formation, l'ADN de son comportement, c'est au MRC. Je comprends pas trop bien pourquoi on lui reproche de revenir bien au MRC. Peut-être pour la présidence, ça peut poser problème. Mais je ne sais pas comment les statuts sont, comment ça fonctionne. Mais pourtant, il faut prêter, que ce soit à Mamadou Mokhtar, que ce soit à Teba, que ce soit à un certain nombre de cadres, les maîtres Sim, qui sont à l'intérieur, pour ne pas parler de Dr Oku, beaucoup d'intelligence pour choisir la bonne formule. Mais nous avons besoin du MRC pour pouvoir conduire un certain nombre de choses. Mais je pense que le président Maurice Kamto le dit et le rappelle. Il n'est pas le faiseur de roi, mais il va faciliter pour que les candidats s'asseyent. Il sera de la responsabilité des candidats de s'asseoir. Il ne sera pas de la responsabilité de ceux qui sont dehors de les obliger à s'asseoir. Mais la politique, c'est un jeu d'intérêt. Lui aussi, il aura besoin d'un intérêt particulier, non? Ce que je suppose que lui-même, il met ses billes dans la dividende, oui. Il faudra bien qu'il ait les dividendes des municipales et les législatives. Il reviendra au MRC de savoir la formule qui semble être la meilleure. Mais ce que l'on doit retenir, et ça c'est très important pour le Camerounais, dorénavant, on ne peut plus gagner au Cameroun tout seul. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce que si le Issa Chiroma, que ce soit Bello Bouba Magari, que ce soit Tomaino Ndamdouya, que ce soit Kéré, estimaient qu'ils avaient suffisamment la puissance nécessaire pour gagner tout seul, personne ne s'attarderait à vouloir à tout prix chercher un consensus. Mais je suis très surpris que certaines formations politiques qui sont en liste estiment que tout ça c'est du menu fréquent, il n'y en a rien à signer, circuler, il n'y a rien à voir, ils vont gagner tout seul. Je leur souhaite bon vent par rapport à cette formule-là, et à la fin, le 12 octobre, les Camerounais tireront les conséquences de tous les démarches, si tant est qu'ils ne se ravisent pas avant.
C'est vrai, on va sortir bientôt de cet entretien, mais je voudrais vous poser une question justement qui défraie l'actualité depuis hier. Il s'agit justement de la sénatrice Pouiné dans le ONCAM, à Bafang justement, qui a fait un discours lors d'une réunion au centre donc du RDPC de ce côté-là, elle qui est l'une des responsables communales de son parti dans cette localité, où elle a déclaré que si au soir du 12 octobre, le RDPC, le président de la République ne remportait pas l'élection, les halogènes seraient expulsés de cette localité. C'est vrai qu'elle a fait une conférence de presse, elle a tenu une conférence de presse hier pour revenir sur cette déclaration, faisant savoir qu'elle n'avait jamais fait des déclarations, qu'il s'agissait plutôt d'une manipulation. Ah ben, je sais en pas, tant qu'acteur politique, j'ai fait un communiqué pour condamner cette attitude-là en supposant qu'elle était vraie. J'ai fait un communiqué pour condamner. Oui. Maintenant, qu'il revise à sa position. Pourquoi? Parce qu'on a laissé prospérer, on laisse prospérer dans la sphère politique des discours haineux qui ne sont pas de nature à construire. Je rappelle à qui veulent entendre que pour ceux qui vivent à Douala pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un passé très lointain, les Camerounais pensaient qu'on pouvait vivre en harmonie avec le peuple autochtone de Douala. Et moi, je suis toujours en permanence sidéré quand je vois le manque de respect que les gens affichent vis-à-vis de ces chefs qui sont de tradition. Douala n'est pas une appellation de Douala, c'est le nom de certaines communautés qui ont ça comme village. Même si aujourd'hui, c'est la ville. Mais on a laissé les discours prospérer et aujourd'hui, ça fait des communautés. Vous savez, la mauvaise habitude est plus facile à copier que la bonne habitude. On sait très bien que les gens sont jetés dans la tribalité aujourd'hui et en font de ça un fonds de commerce. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, que ça soit mon cas à la tête du MP, les gens estiment que c'est un parti sawa dans lequel un Bamileke ne pourrait le gérer. C'est complètement ahurissant. J'ai servi Jean-Jacques Ekidi pendant 33 ans. Les gens n'avaient jamais constaté que j'étais un Bamileke avec fidélité et honnêteté. Mais on ne peut pas m'opposer au fait que, comme tu es Bamileke, tu ne peux pas pouvoir aspirer. Et pour ceux qui ne savent pas, le peuple Douala a été toujours un peuple très accueillant. Il y a quelques petits brebis galeuses, manifestement pas épris de paix et de justice, qui veulent s'aimer ça, avoir ça comme fond de commerce. Mais, de temps en temps, le RDPC ne peut pas être le refuge de ce discours haineux. Et je pense qu'il faut que le président de la République tape le poing sur la table, que la discipline du RDPC exclue ce genre de militants, et que ce discours haineux qui se promène sur le plateau de télévision soit complètement réduit. C'est pas la première fois, cas, on a vu ça dans le centre, où certaines hommes politiques ont laissé entendre justement... Oui, mais il faudra qu'on écarte. Le problème, c'est que si on est en République, on doit se sentir partout chez soi. Si on est en République. Mais les gens instrumentalisent ça pour pouvoir avoir des positions politiques les permettant de survivre politiquement. Mais ça ne peut pas prospérer et ça ne saurait donner avantage à la République si tant est que les lois sont respectées. Monsieur Lay Zipan, un dernier message peut-être à l'endroit des Camerounais qui vous écoutent. Vous, en tant qu'homme politique, vous qui êtes tellement engagé dans cette élection présidentielle, vous espérez certainement qu'au soir du 12 octobre, nous aurons peut-être une alternance à la tête du pays avec cette initiative que vous avez su mettre sur pied depuis plusieurs années pour la désignation du candidat consensuel. Exprimez-vous aux Camerounais qui vous regardent. D'abord, la première des choses, je demande aux uns aux autres d'aller retirer leur carte, pour ceux qui sont inscrits. De s'assurer qu'ils sont vraiment en possession, ou pour ceux qui ne sont pas inscrits, ou qui n'ont pas retiré leur carte, de s'assurer du lieu du vote. De commencer un peu, de sortir très tôt le matin pour aller le faire. Ça, c'est le jour du 12. Mais bien avant, à partir du 28, de suivre suffisamment le discours et de n'accorder d'importance qu'à ceux qui ont l'intérêt supérieur du pays avant leur intérêt propre. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est de dire qu'on ne peut pas en même temps pour permettre aux Camerounais d'avoir une vie meilleure, tout en ne pas se questionner sur le bilan qui est la nôtre. Et les éléments qui vont construire cette campagne ne vont pas être les éléments de programme. Ça va être le bilan programme. C'est-à-dire que tous les acteurs qui sont là sont tous en responsabilité. Que ce soit les candidats, certains ont été ministres, d'autres ont été députés, d'autres ont été maires, et moi-même personnellement j'ai été conseiller municipal. C'est ce bilan-là qui devront permettre de construire le programme que je veux mettre en route. Ce n'est pas parce que vous avez démissionné que vous retrouvez votre vision politique. Ce n'est pas parce que vous avez fait des déclarations que vous êtes tout à fait un saint. Il ne s'agit pas de choisir entre le bon Dieu et bien entendu le Satan. Il s'agit de choisir le moins mal pour que notre pays avance. Et ce moins mal sera un candidat consensuel qui va avoir l'assentiment de tout le Camerounais. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, à condition que celui-là puisse remplir les conditions qui nous semblent meilleures pour que le Cameroun puisse avoir une autre vision
en 2012. Ceux qui gèrent à travers le président Paul Biya par procuration, c'est terminé. Ils ont eu 7 ans, c'est bon, mais maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Voilà le discours que je rendrai et la campagne viendra pour que je puisse venir ici vous apporter un certain nombre d'éléments pour que chacun puisse avoir les éléments de construction de l'idée. Il est tout à fait très intéressant aujourd'hui de savoir que le Cameroun doit être au-dessus de tout. C'est la paix au Cameroun qui pourra engendrer le développement. Monsieur Lé Sipan, merci. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup s'interrogent, quelle sera la suite justement de votre parcours politique? Vous serez au sein de quel parti désormais, puisque vous l'avez dit que le MPI n'a pas de président, de coordonnateur pour l'instant? Ben, jusqu'au 12 octobre, on va d'abord faire la campagne, et après le 12 octobre, je vais aviser. Soyez-en sûrs, je vais rester dans l'activité politique. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cet autre entretien justement relatif à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain sur Echo 237. Merci de nous avoir regardés. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications et surtout rester connectés sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.